Bonjour à toutes et tous, c'est Esker pour l'épisode 74 de Parlons Constitution. Aujourd'hui, on se demande quelle place pour le secret dans l'exercice du pouvoir. Commençons évidemment par rappeler le contexte avant, des rappels en fait de ce qu'on a déjà vu dans Parlons Constitution, mais qui vont nous servir pour cet épisode. Bien sûr, on va pas tout revoir, juste quelques trucs. Notamment, on avait déjà parlé du secret, dans l'importance du vote secret pour que le vote soit libre, avec bien sûr les isoloirs. Pour que le vote soit libre, il faut qu'il y ait un vote secret, notamment, bien sûr. Il y a d'autres conditions pour le vote libre, mais je vous invite à aller voir l'épisode 53 pour ça. Alors pourquoi il faut que le vote soit secret pour que le vote soit libre? En fait, c'est pour éviter toute intimidation, pression directe ou indirecte. C'est pour qu'il y ait une sincérité dans l'expression du vote. Pour que il y ait personne qui regarde derrière l'épaule, pour pas qu'il y ait une pression de la famille qui regarde, ou des amis, ou des autorités qui regardent ce que vous allez voter. Vous êtes dans l'isoloir. Vous avez les enveloppes. Ce n'est pas tracé. On peut voir qui a voté, mais on ne peut pas voir qui a voté quoi. Autre chose aussi qui va de pair avec l'idée de secret, c'est la transparence. On en avait déjà parlé quand on avait parlé de la haute autorité pour la transparence de la vie publique dans l'épisode 70. On avait dit que la transparence était utile pour améliorer la probité des responsables publics. Mais on avait dit que, attention, elle est aussi à limiter. Pourquoi? Car la transparence contrôlée peut devenir une source d'information pour le gouvernement. À force de demander à tout le monde d'être transparent, de faire des déclarations sur tout, d'intérêt, de patrimoine, etc., il n'y a plus d'informations que le gouvernement n'obtient pas. Et ce contrôle des informations, ça peut devenir une excuse en fait pour des atteintes à la vie privée. La transparence, ça peut devenir des atteintes à la vie privée. En fait, derrière tout ça, il y a aussi un risque derrière, c'est celui de la répression des représentants d'intérêt et des opposants politiques, bien sûr. La transparence, les déclarations d'intérêt, les déclarations de patrimoine, surtout les déclarations d'intérêt, déclarations aussi des groupes d'intérêt. Tout ça, ça pourrait être utilisé par un gouvernement autoritaire pour réprimer les représentants d'intérêts qui ne vont pas dans le sens de ce gouvernement et pour réprimer bien sûr les opposants politiques. Donc il faut limiter quand même cette transparence. Elle est utile pour améliorer la probité des responsables publics, pour qu'ils rendent des comptes, pour faire attention aux influences. Bien sûr, les déclarations d'intérêt, c'est pour ça, pour connaître les influences qui s'exercent entre les différents responsables publics et des personnes extérieures, des groupes d'intérêt, des représentants d'intérêt qui viendraient influencer le gouvernement, les élus, les responsables d'administration, etc. Mais si on prend un peu plus de hauteur, la transparence, il faut la limiter et il faut faire attention au type d'information et aux excès de cette transparence. Bien, maintenant passons à l'épisode précédent. Dans l'épisode 73, on avait parlé de liberté d'expression, qui est une liberté fondamentale protégée par la Constitution. On avait alors dit qu'elle était essentielle pour le pluralisme et la circulation des idées. Tout le monde peut s'exprimer. Mais faut-il seulement s'exprimer sur tout? Bien sûr, il faut pouvoir s'exprimer. Bien sûr, il faut de la transparence. Mais est-ce qu'il en faut partout et tout le temps? Est-ce que tout médiatiser, c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut tout dire? Et en fait, c'est la question du secret. Et c'est ce qu'on va aborder à présent. Quelle place pour le secret dans l'exercice du pouvoir? D'abord, revenons un peu sur la transparence. La transparence peut fragiliser et noyer la société. Je vais m'expliquer. Donner trop d'infos, ça permet de noyer le problème, de le mettre sous le tapis. Quand c'est pas une déclaration d'intérêt, quand c'est dans les médias, quand il y a une situation de crise, eh bien, donner plein d'informations, ça peut permettre de noyer le problème, de brouiller les pistes aussi. Il y a aussi la technique de parler, 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 parler pour finalement ne rien dire et ne jamais répondre réellement à la question, de parler de plein de choses différentes, de donner des informations supplémentaires qui ne sont pas essentielles ou qui ne vont pas éclairer suffisamment le problème et répondre au problème pour en fait ne pas y répondre, le mettre sous le tapis. Il y a une citation très célèbre de Georges Clemenceau qui dit que quand on veut enterrer une décision, on crée une commission. Commission d'enquête sur tel sujet, commission sur tel autre, une commission pour discuter d'un problème qui a été remonté par des citoyens dans les médias. Mais en fait, cette commission, elle va faire quoi? Elle va donner un rapport qui ne sera pas suivi des faits. Et pourquoi? Parce que la commission, son but, c'est de gagner du temps. Eh oui, parfois le gouvernement, les élus, ils créent des commissions pas pour avoir de vraies réponses, pas pour enquêter, pas pour avoir un rapport qui sera suivi d'une décision politique. Non. Parfois, c'est
lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a un problème qui est remonté, on crée une commission. Comme ça, le temps de la commission, les médias, tout le monde sera passé à autre chose et au final, il n'y aura pas eu de réelle décision. Bien sûr, c'est pas toujours comme ça. Les commissions, elles travaillent, évidemment, notamment les commissions permanentes des assemblées. Mais tout ce qui est commission d'enquête, parfois, on peut se demander. Et Georges Clémenceau, c'était d'un autre temps, hein, bien sûr, mais ça reste toujours d'actualité. Quelques exemples récents de cette idée-là. On peut parler du grand débat national. Ça remonte à quelques années. Le président Macron, lors des Gilets jaunes, a lancé pour répondre à la colère des Gilets jaunes un grand débat national. Il y a eu des réunions partout, dans plein de mairies, dans plein de villes. Des personnes qui s'intéressaient pas à la politique s'y sont un peu mêlées, se sont intéressées, ont participé à ces réunions, ont écrit des cahiers de doléances, qui ont été remontés, qui ont fait l'objet de rapports. Et au final, qu'est-ce qui a été mis en place par rapport à ces cahiers, toutes ces mesures qui ont été remontées par les citoyens et les élus? Eh bien, pas grand-chose. On peut penser aussi au conclave sur les retraites. Ça, c'est encore plus récent, ça date de l'année dernière. Enfin, ça date de 2025, quoi. C'est lorsque le Premier ministre François Bayrou a décidé qu'il allait faire un conclave sur les retraites pour résoudre ce débat sur la réforme des retraites qui a eu lieu il y a quelques années, avec les partenaires sociaux où personne n'était réellement d'accord. C'est passé par 49-3. Du coup, on va faire un conclave pour essayer de se mettre d'accord et finalement, bah, ça n'a mené à rien du tout. D'une certaine manière, ce conclave, c'était aussi une commission pour enterrer une décision, ou plutôt pour ne pas prendre de nouvelles décisions et laisser la situation inchangée. On pourrait prendre d'autres exemples, mais passons. La transparence totale, c'est un problème. Trop d'infos peut noyer le problème, et trop d'infos, trop de transparence, ça suppose une communication permanente, sur tout et rien, tout le temps. Et la communication permanente, ça engendre quoi? Une difficulté à hiérarchiser les informations. On reçoit plein d'infos, diverses et variées. Mais ces informations-là, il faut les trier, il y en a peut-être qui sont plus importantes que d'autres. S'il y a une transparence totale, il n'y a plus de filtration par les médias, ou très peu. Il y a des infos partout et c'est à nous de faire le tri sur ce qui est important ou non. Et ça peut créer une surcharge informationnelle, c'est-à-dire de l'infobésité. C'est plus souvent comme ça qu'on l'appelle. Cette idée que, assailli par plein d'informations, on sature, le cerveau sature, il n'arrive plus à traiter, il n'arrive plus à hiérarchiser, il n'arrive plus à savoir ce qui est important ou non, il ne comprend même plus d'informations, il y a une baisse d'attention, trop d'infos, tue l'info. Bien. Aussi, le secret, c'est utile pourquoi? Ça protège la société en pacifiant les relations sociales. Alors vous vous dites, comment ça? Comment ça, le secret, le fait de cacher des choses, ça protège la société? Pourquoi ça pacifie les relations sociales? Mais oui, pourquoi? En fait, imaginez un monde où personne n'a de secret pour personne, où tout le monde dit tout haut ce qu'il pense. Dès qu'on a une pensée sur quelqu'un qui nous agace, on lui dit. Dès qu'il y a un comportement de quelqu'un qui nous plaît pas, peut-être parce qu'on a une mauvaise journée, ou tout simplement parce qu'on n'apprécie pas ce type de comportement, on va lui dire. Alors c'est peut-être pas très grave, mais on lui dit quand même. En fait, heureusement qu'il y a du secret. Heureusement qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense des autres, même la moindre contrariété et le moindre aspect qu'on n'aime pas chez l'autre. Sinon, comment est-ce qu'on pourrait vivre en société? Et c'est pas car on se cache des choses qu'on ne s'apprécie pas sincèrement. C'est pas car on n'apprécie pas certains comportements, certaines attitudes, certains faits. Voilà, on ne peut pas apprécier tout chez quelqu'un. Et c'est pas pour autant qu'on va lui dire constamment. On va garder une part de secret. On va éviter de tout dire tout le temps à tout le monde. Aussi parce que des informations, parfois, vont pas être connues d'autres personnes. Pour protéger des liens sociaux, protéger des relations, éviter de créer des conflits inutiles. Ça veut pas dire mentir, attention, c'est pas la même chose. On va y venir juste après. C'est juste qu'il y a des informations que les autres n'ont pas besoin de connaître. C'est pas car Michel de la Conta, j'aime pas la façon dont elle me peint, j'aime pas ses chaussettes. Bon, parfois, elle est un peu naze, dans les réunions, elle dit des choses, c'est complètement stupide. Mais je lui dis pas. Eh ben, c'est pas car on lui dit pas que c'est un problème. Au contraire, ça arrive à tout le monde de dire des bêtises, c'est pas pour autant qu'il faut lui dire. Moi, j'ai beau ne pas aimer, les chaussettes de Michel, bon, bah, c'est pas grave, je vais pas lui dire. Je vais garder ça pour moi, je vais garder ça secret. Et c'est pas très grave. Si c'est une information importante que Michel a à connaître, si c'est quelque chose qui crée un réel conflit, je dirai sans doute. Et il faut même lui dire, je pense. Mais certaines petites choses, il ne faut pas. Bon, mais le secret alors, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, les abus de secret, le mensonge, ça peut détruire la confiance, donc attention aussi au secret. Le secret, ça crée une asymétrie entre les initiés et les autres.
Il y a ceux qui connaissent le secret, et il y a ceux qui ne connaissent pas le secret. Cette asymétrie, ça crée quoi? Pour les initiés, ça crée de la cohésion, ça crée un sentiment d'identité. Et il y a aussi, pour ces initiés, un pouvoir. On détient l'information que les autres ne connaissent pas. Donc on peut utiliser cette information pour agir, pas forcément contre les autres, hein, mais tout simplement pour leur mettre la pression, pour ne pas dévoiler certaines informations, pour avoir des avantages en fait, pour agir. Dans l'exercice du pouvoir, ou même dans les élections, cacher certaines informations, ou avoir des informations que n'ont pas nos adversaires politiques, ça peut avoir des avantages. C'est un instrument de pouvoir. Et dans un groupe de potes, garder des secrets qui sont au sein du groupe, ça renforce la communauté, ça renforce la cohésion du groupe, ça renforce son identité. Et là, c'est pas forcément un mal, hein, ce que je dis, c'est juste, voilà, il faut l'avoir en tête, le secret, c'est un instrument de cohésion, d'identité et de pouvoir. Mais le secret, c'est aussi vu comme une manipulation. Bah oui, pourquoi est-ce que tu me dis pas telle chose? Pourquoi est-ce que tu me dis pas ça? Pourquoi tu veux pas me le dire? Pourquoi est-ce que tu me l'as caché? Pourquoi est-ce que je ne le sais pas? Pourquoi est-ce que tel gouvernement fait ses réunions en privé et pas en public? Ils ont quelque chose à cacher? Ça crée des suspicions, des spéculations qui peuvent conduire à du conspirationnisme, c'est-à-dire croire qu'on nous cache des choses. Voire, ça peut conduire à du complotisme, croire qu'on nous cache des choses sciemment et que tout est complot, qu'on nous ment pour cacher la vérité et nous manipuler. Donc le secret pour les initiés, c'est plutôt bien, mais pour les autres, pas vraiment, et ça peut créer de la tension aussi. On a dit que la transparence pouvait créer des tensions sociales, mais le secret aussi. Et le secret, ce n'est pas le mensonge. Le mensonge, c'est pire. Le mensonge, c'est quoi? C'est substituer à la vérité un leurre. C'est-à-dire qu'on prend la vérité, on la garde pour nous, et à la place, on va dire autre chose de faux, et faire croire que c'est vrai. Au lieu de dire que c'est moi qui ai fini le sucre et qu'il n'est pas remplacé, eh ben je vais dire que c'est Michel. Mais bon, j'aurais pu dire que je ne sais pas qui c'est. Je serais protégé déjà. C'est pas un joli secret, on est d'accord. Mais au moins, c'est pas un mensonge. Le mensonge, c'est pire. C'est pire que le secret. Le mensonge, en fait, ça détruit la confiance. Est-ce que la personne qui me dit des choses, elle dit la vérité? Cacher des choses, c'est pas trop grave. Car quand on ne dit pas quelque chose, au moins ce qu'on a dit, c'est vrai. Quand on ment, ce qu'on dit peut toujours être soit vrai, soit faux. Et donc on n'a plus confiance. Alors que le secret, c'est juste des informations qu'on n'a pas dit, qu'on ne veut pas dire. Et parfois, tout simplement, on dit c'est un secret, je veux pas te dire. Et ça crée quoi? Ça crée un peu de tension, certes, parce qu'il y a de la frustration en face. Mais on le dit pas. Et notre parole n'est pas remise en cause. Alors que le mensonge, si. Ça décrédibilise tout ce que le menteur va dire par la suite, s'il est découvert, bien sûr. Attention aussi à ne pas confondre avec la mauvaise foi. La mauvaise foi, on pourrait dire que c'est en quelque sorte un mensonge à soi-même. En fait, c'est une forme de déni. La mauvaise foi, c'est pas un mensonge, puisque c'est pas conscient. C'est un mécanisme de défense qui peut aussi permettre de se responsabiliser inconsciemment. C'est un mécanisme inconscient. On ne va pas reconnaître nos torts parce qu'on n'en a pas conscience nous-mêmes, parce qu'on se déresponsabilise, qu'on ne veut pas admettre que c'est en partie de notre faute. C'est souvent ça la mauvaise foi. Mais ce n'est pas un mensonge, c'est pas tout à fait la même chose, et ce n'est pas cacher des choses volontairement, ce n'est pas le secret. Donc le secret, c'est un instrument de pouvoir, de cohésion, d'identité, qui peut alimenter des spéculations, donc du conspirationnisme, du complotisme, ce qui peut créer quelques tensions sociales. Le secret, ça crée des tensions sociales, mais pas autant que le mensonge. Par contre, le secret, ça peut quand même en créer, et il faut savoir utiliser le secret correctement. Attention, surtout aux abus de secret, c'est-à-dire tout cacher sans raison. Là, on crée vraiment du conspirationnisme, voire du complotisme. Là, il y a vraiment des spéculations. Là, on se demande pourquoi vous nous cachez tout, tout le temps. L'abus de secret, c'est mauvais. Tout comme l'abus de transparence, en fait. Trop de transparence, dire tout, tout le temps sur tout le monde, ça détruit le lien social, et ça peut aussi engendrer des atteintes à la vie privée. Mais le secret, lui, quand on en abuse, quand il y a trop de secrets, quand on cache trop de choses, ça crée aussi de la tension sociale, une perte de confiance, du conspirationnisme, voire du complotisme. Et aussi, le secret, même s'il n'est pas utilisé trop souvent, s'il est mal utilisé, s'il est utilisé pour dissimuler des erreurs, des abus ou des fautes, donc des choses qui sont mauvaises, par exemple, le fait de cacher que c'est moi qui ai fini le sucre et qui n'en ai pas racheté,
c'est dissimuler une faute. Et ça, c'est faire de l'abus du secret. On utilise le secret pour cacher ce qu'on a fait de mal. Et ça, c'est pas bien. Ça crée réellement de la tension sociale, ça détruit la confiance, et surtout en politique, c'est parce qu'on veut, quand on veut que nos responsables publics, nos responsables politiques, soient responsables justement de ce qu'ils font. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est devenir habile. Car, on l'a dit, la transparence et le secret sont tous deux nécessaires. Mais par contre, le secret doit être une exception justifiée. La transparence, c'est la base. Il faut être transparent, dire ce qu'on fait, donner nos informations. Mais parfois le secret est justifié pour cacher des informations sensibles. Un mot de passe, bien sûr, doit rester secret, sinon à quoi il sert? En fait, si on résume, la transparence, c'est pourquoi? C'est pour la confiance. C'est pour le contrôle des intérêts, le contrôle du patrimoine, le contrôle de la bonne utilisation de l'argent public, le contrôle des responsables publics de façon plus générale, et aussi pour le débat. La transparence permet de discuter, ensuite de débattre sur des bases communes, des bases saines. Et le secret, lui, par contre, il sert à autre chose, pour la sincérité. Car oui, lorsqu'on discute en public, on est limité par le regard des autres. On ne va pas s'exprimer de façon authentique. On va parfois taire nos opinions. On ne va pas discuter librement, pour ne pas être jugé, pour ne pas que quelque chose soit mal interprété. Ou parce qu'on a des opinions qu'on sait qu'elles vont créer du débat, mais pas du débat très chaud, du jugement, de la colère peut-être même, voire un ressentiment assez profond, et on ne veut pas entrer dans le débat plus que ça, ou parce qu'on n'assume pas certaines de nos idées. Ça peut arriver aussi. Donc pour tout ce qui est vote, ou pour des discussions sur des sujets sensibles aussi, c'est important d'avoir de secret. Car oui, le secret, c'est aussi pour protéger des informations sensibles, des numéros de carte bleue, des codes bancaires, des mots de passe, des informations qui pourraient être utiles pour, je sais pas, pour la défense, par exemple. Et oui, il y a le secret défense. Ce sont des cas institutionnels de secret, le secret défense. On va pas dire quand on interviendra. On va pas le dévoiler dans la presse quand on interviendra sur un terrain militaire. Comment on va procéder? On ne va pas donner le plan dans les médias de la façon dont on intervient militairement. Pourquoi ça? Parce que l'ennemi va l'entendre. Donc on perd un avantage stratégique. On perd l'effet de surprise. Surtout, l'autre peut se préparer, voire riposter, voire empêcher ce qu'on veut mettre en place. Aussi, c'est pour cacher des informations qui sont secret défense parce qu'elles concernent de l'armement ou des personnes qu'on protège. On protège des informations sur l'emplacement de certains sites sensibles, aussi sur les plans de construction des différentes bases militaires. Le secret défense, c'est important et c'est marqué très clairement dans le nom, c'est pour la défense. Le secret pour se protéger. On a aussi d'autres cas institutionnels de secret, je vais en prendre juste un autre, c'est le secret de l'instruction. Dans la justice, il y a une injonction déontologique qui est ce secret de l'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que le juge d'instruction opère, tant qu'il y a une enquête qui est en cours, les informations du dossier de l'enquête sont soumises au secret. Les personnes qui ont connaissance de tout ça sont soumises au secret de l'instruction. Pourquoi ça? Pour éviter une médiatisation d'éléments qui ne sont pas encore complètement prouvés, d'éléments qui sont des suspicions ou qui pourraient être mal interprétés, éviter que ça fuite dans la presse et que ça nuise à la présomption d'innocence, éviter aussi que des tiers viennent par la suite interférer dans l'enquête, que l'interprétation soit biaisée par un débat public qui viendrait se faire sur ces éléments qui sont dans le dossier. Et donc, on protège le temps de l'enquête les informations qui sont sensibles, qui concernent le dossier qui est en cours d'élaboration. On protège à la fois les victimes, mais aussi les suspects, et bien sûr, l'intégrité des faits autant que possible. Parce que je peux rajouter encore un autre exemple avec le secret d'instruction, c'est que si des informations fuitent dans la presse, les témoins qui ne sont pas encore interrogés ne seront plus fiables. Car ils vont se souvenir de choses, ils vont mélanger leurs souvenirs avec des informations qui sont entendues dans la presse, ou lors de débats avec des potes, ou ce genre de choses. Ils vont confondre leurs propres témoignages avec des informations du dossier. Ils vont mélanger, ou ne pas oser dire ce qu'ils ont réellement vu ou pensé voir, les informations qu'ils connaissent, parce qu'ils ont entendu que dans le dossier, il y avait d'autres informations. Donc ils vont pas le dire, ils vont se conformer. On revient sur l'idée de sincérité, mais il y a aussi, bien sûr,
la protection. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir de la sagesse politique. Dans l'exercice du pouvoir, Blaise Pascal nous dit dans Les Pensées, donc un ouvrage à titre posthume en 1670, avec les différentes notes de Pascal, etc., il nous dit que la sagesse politique, il n'y a pas que ça dans Les Pensées, mais il nous dit que ça consiste à savoir quand dévoiler ou taire, à qui et jusqu'où. Bien sûr, ce ne sont pas ces mots, mais c'est ce qu'on peut en tirer. La sagesse politique consiste à savoir quand garder secret ou quand dévoiler quelque chose, et surtout à qui et jusqu'où. Développons un peu. Pour lui, il y a le peuple. D'abord, le peuple, il croit spontanément aux institutions, au pouvoir en place, aux représentations communes. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste qu'il n'a pas le temps, le peuple. La plupart des gens qui rangent dans le peuple, ils ont cette croyance spontanée dans la tradition, les institutions, le pouvoir en place, les représentations. Parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils ne se sont pas posé la question. Aussi parce que, voilà, c'est dans l'ordre des choses. Et au final, c'est pas plus mal, hein. Car ça évite que la société soit complètement chamboulée par plein de personnes qui remettent tout le temps en cause les représentations, le pouvoir en place, etc., etc. Pour Blaise Pascal, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Il n'y a pas de jugement de valeur derrière. Et pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on va avoir les demi-habiles. Selon lui, ce sont ceux qui veulent dévoiler l'arbitraire, qui connaissent les hasards derrière le pouvoir. À son époque, il parle de la royauté. Et donc, les demi-habiles, ils savent très bien que ceux qui détiennent le pouvoir l'ont du fait du hasard de la vie, de leur naissance, de mariages qui n'auraient pas pu avoir lieu, de relations de pouvoir, d'une histoire complexe, et qui ne sont pas forcément légitimes. Et ils veulent dire la vérité. Ils veulent dévoiler l'arbitraire, les hasards qui ont conduit à ce qu'un pouvoir politique soit en place. Aussi dévoiler les coutumes, la tradition, ces fondements qui auraient pu ne pas être. Ils veulent montrer toute la contingence, pour utiliser un mot un peu plus compliqué, toute la contingence derrière l'ordre public, toute la contingence derrière la culture, derrière l'ordre politique, derrière le pouvoir politique, derrière la société de façon générale, quitte à détruire l'ordre social. Alors c'est pas consciemment, ils n'en ont pas conscience, que dévoiler tout ça, ça remet en cause l'ordre social, et pour Blaise Pascal, les demi-habiles le font de façon inconsciente. Cette conséquence de la destruction de l'ordre social, de la destruction des représentations communes qui vont tenir la société, c'est pas pensé par les demi-habiles. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est juste dire la vérité, entre guillemets. Mais ça peut détruire l'ordre, et donc il y a les habiles. Les habiles, ils acceptent l'existence de fictions qui sont nécessaires. Ils ne savent qu'il ne faut pas les dévoiler. Ils ont les mêmes connaissances que les demi-habiles. Mais ils ne vont pas les dévoiler parce qu'ils savent que ça détruirait l'ordre social, que ce serait plus nuisible pour la société que bénéfique. Car les demi-habiles, eux, ils critiquent la société, ils dévoilent l'arbitraire, les hasards, je l'ai dit, mais ils n'ont rien pour remplacer les représentations qu'ils critiquent, qu'ils dénoncent. Donc, il faut devenir habile. En fait, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et c'est tout l'art de l'utilisation du secret. En politique comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Mais si on reste dans l'exercice du pouvoir, on peut dire que le secret est nécessaire au maintien d'une société stable. Socialement, on l'a dit bien sûr, les relations sociales entre tout le monde, aussi ne pas dévoiler tous les mythes, toutes les traditions, toutes les coutumes qui font qu'une société est ce qu'elle est, et surtout maintenir la société face aux ennemis. Donc ça, c'est le côté protection du secret. Et si on reprend un auteur très célèbre, bien sûr, Nicolas Machiavel, prenons quelques citations. Qui n'est pas apte à dissimuler n'est pas apte à gouverner. Gouverner, c'est aussi dissimuler. Dissimuler des informations avant que les décisions soient prises. Lorsqu'il y a un débat au sein du gouvernement, on ne va pas exposer en place publique le débat. Parfois c'est nécessaire, mais plus souvent non. Un débat au sein du gouvernement se règle au sein du gouvernement. Il doit rester dans le cadre privé pour éviter la critique, la perception, parfois fondée, mais aussi parfois infondée, le débat est normal, la perception que le gouvernement va tomber, qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'est pas uni, qu'il manque de cohérence et donc qu'il soit faible. Gouverner, c'est aussi cacher des informations sensibles à ses partenaires, aux autres États, mais aussi aux ennemis. On l'a dit avec l'armée. Gouverner, c'est faire croire qu'on est légitime, faire croire que notre décision est la bonne. Et évidemment, c'est convaincre.
Mais derrière, il y a aussi une part de croyance. Et la principale croyance n'est pas dans le bien fondé des mesures, mais plus dans la capacité des gouvernants à gouverner, leur légitimité. Pour que le pouvoir tienne, il faut que la population croie en sa puissance, croit en sa légitimité. Pour que l'ordre social puisse perdurer, il faut qu'il y ait une croyance des représentations communes qui fondent cet ordre social. Un exemple très simple, la hiérarchie entre le pouvoir militaire et le pouvoir politique. Bien sûr, le pouvoir militaire a une certaine autonomie, mais il répond à des ordres politiques. Mais ça, c'est une croyance. Il y a eu des sociétés par le passé où l'armée et le politique se confondaient, où les politiques étaient les militaires, où les militaires en fait faisaient la politique. Lorsqu'il y a une junte militaire dans un pays, politique et pouvoir militaire, c'est la même chose, ce sont les mêmes personnes. Donc il y a une représentation, une croyance commune que le gouvernement est légitime, que tel vote est légitime, que telle procédure de vote est légitime, que la Constitution est légitime, que l'Assemblée est légitime, que ce qu'elle va décider est pris de façon légitime. Une croyance commune, par exemple, en la majorité, dans l'idée que c'est la décision qui est majoritaire, qui a plus de 50%, qui devrait être prise, qui devrait être exécutée, qui est la bonne décision. Et ça, c'est une croyance que je remets partiellement en cause, avec des systèmes de vote qui ne fonctionnent pas sur la majorité, comme on l'entend d'habitude. La méthode Borda, si vous avez suivi par la Constitution, la méthode Borda, c'est plus du consensus que de la majorité. C'est pas la même logique. Et donc ça donne pas les mêmes résultats. Bon, passons. Machiavel nous dit que le secret est nécessaire au maintien d'une société stable. Bien sûr, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et donc, on peut se demander comment est-ce qu'il sait ça. Bien sûr, je vous donnais quelques arguments, je vous expliquer pourquoi le secret est important, pourquoi il est important pour que la société soit stable. Mais au fond, ce qu'un ami à moi disait, c'était qu'on ignore si l'État peut perdurer dans une société où ce dernier n'aurait pas de secret, puisque l'on n'a jamais vu un État pareil pour le coup. Et il a bien raison. Mais est-ce que pour autant, il faut risquer d'essayer la perte de la défense par le secret? Car c'est peut-être ça le plus important. Le secret défense, c'est vraiment important. Le secret au sein d'un gouvernement avant qu'il prenne une décision, c'est important aussi. Face aux partenaires, face aux ennemis, face aux concurrents, qui, s'ils savaient la décision qui va être prise, agiraient en conséquence pour moins en subir les effets, par exemple. Une décision d'intervention de la police dans telle zone contre tel gang, eh bien, il faut que la décision, elle soit connue au mieux au même moment, voire même après l'intervention. Si le gang, donc un gang illégal, hein, bien sûr, si le gang, une mafia ou je sais pas, peu importe, a la connaissance qu'il va y avoir une intervention de police, ils peuvent se défendre, ils peuvent partir, ils peuvent cacher des choses illégales, bien sûr. Donc le secret, dans ce moment-là, est important aussi. Donc ma réponse, vous la comprenez bien, c'est non. Non, il ne faut pas essayer la perte de la défense par le secret. Il ne faut pas essayer de vouloir tout rendre transparent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas plus de transparence. C'est à voir au cas par cas. On en a déjà parlé dans l'épisode 70 à propos de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mais j'avais envie de faire cet épisode pour bien clarifier comment est-ce que je vois le secret, son utilisation en politique, dans l'exercice du pouvoir, et donc aussi la place du secret, si c'est dans l'exercice du pouvoir, c'est aussi dans l'exercice de la Constitution. Et tout ce que je dis sur le secret, ça va aussi nous aider pour un épisode, l'épisode prochain, vous allez le voir. Mais revenons d'abord sur tout ce qu'on a vu lors d'une conclusion. Le secret a autant sa place dans l'exercice du pouvoir que la transparence. Et ça, c'est l'idée essentielle de cet épisode. Le secret a autant sa place que la transparence. Pourquoi? La transparence, c'est pour la confiance, le contrôle et le débat. Le secret, c'est pour la sincérité et la protection d'informations sensibles. On a donné des exemples et on va continuer. Le secret est utile. Il est utile pourquoi? Je viens de le dire, la sincérité et la protection d'infos sensibles. Mais si on veut voir plus concrètement, pour la sincérité dans le vote libre, par exemple, pour l'instruction, le secret d'instruction, donc en justice, pour la défense, et aussi pour le renseignement, bien sûr, les services de renseignement, etc., etc. Le secret, c'est utile aussi pour protéger la société.
Comment? On l'a dit, en pacifiant les relations et en naturalisant l'ordre établi, en faisant en sorte qu'il y ait des représentations et des croyances communes en la légitimité de certaines institutions, de l'État en lui-même, du pouvoir en place, de la police, aussi des règles, du bien fondé des règles, de la légitimité des règles. Rien que le code de la route, ce sont des symboles. Et heureusement qu'il y ait des représentations communes et des croyances en leur légitimité, en leur effectivité. Heureusement qu'on s'arrête bien au passage piéton lorsque le petit bonhomme il est rouge. Heureusement que tout le monde conduit à droite et ne fait pas n'importe quoi. Bon, c'est un exemple très simple, mais au moins on comprend l'idée. Il faut croire en la légitimité de ces règles, des décisions aussi d'un préfet, d'un maire qui va interdire un événement parce qu'il peut y avoir des atteintes à l'ordre public. Eh bien, tout ça, c'est aussi permis par le secret, par le non-dévoilement de tout ce qui fait la contingence de ces règles, tout ce qui fait que le pouvoir en place, il l'est aussi un petit peu par hasard. Bien sûr, tout ça était surtout vrai quand on parlait des habiles au moment du pouvoir royal, au moment de la monarchie, quand c'était Pascal qui en parlait. Avec la démocratie, on peut se dire, derrière, il y a quand même un peu plus de légitimité, dans une légitimité légale rationnelle, pour ceux qui savent, et pas dans une simple légitimité traditionnelle. Mais n'empêche qu'il pourrait y avoir quand même plusieurs définitions de la démocratie. Ne serait-ce que par exemple la différence entre une démocratie directe et une démocratie représentative. Certains disent que la démocratie représentative, telle qu'elle est en France par exemple, ce n'est pas vraiment de la démocratie. Donc avec Pascal, on a vu quoi? On a vu qu'il ne fallait ni tout révéler, ni tout cacher, qu'il fallait devenir habile. On a aussi dit qu'il fallait faire attention avec le secret, à ne pas abuser de secret, de tout cacher pour rien. Le secret doit être utilisé à bon escient. Notamment, il ne doit pas être utilisé pour abuser de ce secret, pour dissimuler quoi? Des erreurs, des fautes ou des abus. En fait, il faut savoir quand dévoiler ou taire, à qui et jusqu'où pour contester l'ordre sans détruire l'ordre. Et ça, c'est important. C'est pas car je dis qu'il faut du secret, qu'il faut être habile, qu'il ne faut pas tout dévoiler. C'est pas car je dis ça que je pense complètement comme laisse Pascal. Pour moi, c'est pas incompatible avec l'idée de vouloir changer l'ordre établi, de vouloir le contester. On peut le contester en partie. On peut le contester et surtout, pas comme les demi-habiles, le contester en proposant comment l'améliorer ou comment le remplacer. Donc en faisant une critique constructive. Et attention avec l'utilisation du secret, car la transparence doit rester la règle. Le secret, c'est une exception qui doit toujours être justifiée. S'il y a secret, pourquoi est-ce qu'il y a secret? S'il y a transparence, ok, c'est la base. S'il y a secret, pourquoi est-ce qu'il y a secret? Pourquoi est-ce qu'on cache certaines informations? Est-ce que ce sont des informations sensibles qui ne doivent pas être connues de tous? Est-ce que les réunions ne doivent pas être secrètes pour qu'elles soient sincères, pour que les personnes dans ces réunions puissent s'exprimer librement et complètement sans avoir peur des retours dans les médias? Et ceci marque la transition avec le prochain épisode, où on va se demander si les réunions et séances doivent être publiques ou privées, et quelles réunions doivent être publiques, quelles réunions doivent être privées. On va parler de la publicité des séances de l'Assemblée nationale, du gouvernement et de tout plein d'autres institutions, mais principalement bien sûr du pouvoir exécutif et législatif, mais pas que. Mais pour cela, on se retrouve dans l'épisode prochain, dans l'épisode 75 de Parlons Constitution. N'hésitez pas à liker, à donner votre avis en commentaire, à débattre sur Discord aussi ou en commentaire. N'hésitez pas à partager. C'était Elsker, et à la prochaine!